Donc je suis physicien théoricien. Mon domaine d'activité n'a rien à voir avec l'optique. J'ai travaillé toute ma vie sur la question de la complexité, l'apparition de formes. C'est à cette occasion que j'avais rencontré Gottfried Honegger, qui était fasciné par les images qu'on produisait. J'ai plongé dans l'optique, dans cette question de la lumière, il y a une vingtaine d'années, lors de la rencontre avec un plasticien, un artiste niçois, Edmond Vernassa, de l'école de Nice. Et j'ai été fasciné par ce qu'il faisait. C'est peut-être un de mes premiers contacts, quelques temps après, peut-être 6 mois après la rencontre avec Gottfried Honegger. Avant ça, mon intérêt pour l'art était très limité. J'étais dans mon domaine scientifique. Donc ça, c'est 3 parmi une dizaine d'œuvres d'Edmond Vernassa, dont le nom est ciné-optique. Ciné parce qu'il y a du mouvement, et optique parce qu'il y a de la lumière. Ma fascination a été liée à mon attitude de physicien. Quand je vois quelque chose que je ne comprends pas, je veux comprendre. Et donc, j'ai passé un certain nombre d'années à essayer de comprendre l'émergence de ces formes. Ça, je pourrais dire aujourd'hui que Edmond a dessiné avec de la lumière. Ce sont des dessins engendrés par un pinceau de lumière ou des lignes de lumière. Cette exposition, il y a le mot point, ligne et surface. Alors, le premier ouvrage d'optique qui nous soit parvenu, c'est un ouvrage d'Euclide. Dans son livre de géométrie, cette fois-ci, il définit ce que c'est qu'un point, qu'est-ce que c'est qu'une ligne et qu'est-ce que c'est qu'une surface. Alors, c'est des définitions un peu bizarres. Le point, c'est quelque chose qui n'a pas d'extension. Une ligne, c'est quelque chose qui n'a pas de largeur, de hauteur. Et la surface, c'est quelque chose qui a une extension en largeur, en longueur, mais pas de hauteur. Alors, pourquoi les philosophes, les savants, les mathématiciens se sont intéressés à des points-lumière? Ça paraît assez étonnant puisqu'elles n'existaient pas. C'est ce qu'on appelle une démarche réductionniste. On veut comprendre une source de lumière comme une infinité de points. Et donc on dit, on va commencer par étudier ce que c'est ce que fait un point. Alors aujourd'hui, ça c'est une source point. Dans l'expo, on va jouer avec la lumière point. Et la lumière point est absolument fascinante. Elle a très peu été utilisée par les artistes. Elle va donner des effets assez spectaculaires. Alors, idéalement, un point de lumière, il émet de la lumière dans toutes les directions. Premièrement, les sources sont étendues. Et deuxièmement, les sources émettent de la lumière qui sont réfléchies par les murs. Donc tout ça est très compliqué. Alors comment ont fait les anciens? Probablement à l'époque de Ibn al-Haytham, au XIe siècle, ils ont fait des chambres noires. Les chambres noires, donc je me mets dans l'obscurité, je fais un petit trou, et si j'ai une lumière très intense de l'autre côté, je ne vois plus qu'un point. On peut donc réaliser, c'est ce qu'a fait Vernassa. C'est ce qu'a fait Vernassa parce que ces objets-là datent des années 70. Or, je ne sais pas si vous appréciez le caractère très moderne. On pourrait imaginer des images engendrées par un ordinateur. Vernassa travaillait les matériaux plastiques. Donc, vous voyez, l'écran cathodique, c'est pas un écran cathodique, c'est un écran de plastique avec des structures. Ici, ce sont des lignes. Ici, je pense que c'est des lignes aussi. Oui, c'est des lignes. Et ici, ici, je n'ai pas des lignes, c'est une structure en carré. Donc, c'est-à-dire que c'est une surface de plexi qui a une ondulation. Eh bien, regardez ce qui se passe quand je regarde cette lumière ponctuelle, elle envoie de la lumière sur ce plexi et elle fabrique des lignes de lumière. En fait, ce qu'a fait Edmond sur cette œuvre-là, c'est là la plus simple à expliquer. Hein. Il a mis une rangée de néons. À l'époque, dans les années 70, la seule façon d'avoir des lampes puissantes, c'était du néon. Alors, ça ne chauffe pas. Donc, il y a du néon. Devant le néon, il a mis une plaque percée de trous.
Et devant la plaque percée de trous, il a mis un disque percé de trous qui tourne. Et quand deux trous arrivent en coïncidence, on voit apparaître une de ces formes-là. C'est donc des lumières ponctuelles, c'est des points. Ici, on voit apparaître des bandes, et ce n'est pas des lignes. En fait, il a mis des néons, il a mis un cylindre, et il a un cylindre opaque, il a rayé sous forme de ligne, et donc on a des filaments de lumière, et quand les filaments de lumière rencontrent la trame, elle fabrique ces choses-là. Je reviens sur mon affaire. J'ai un point, autour de ce point je dessine une sphère, et partent des rayons de lumière dans tous les sens. Vous savez que sur la sphère, la Terre par exemple, si je voulais repérer un point, c'est très simple. Vous donnez la longitude et la latitude. Donc c'est deux nombres. Donc tous les rayons qui partent de la source, c'est en fait, c'est un mot un peu barbare, on appelle ça une famille de rayons, une famille de lignes droites. Ça c'est à 3 dimensions. Mais à 2 dimensions, et au lieu d'avoir un cône de lumière, on va avoir un angle de lumière. Et chaque rayon va être décrit par un angle. Donc c'est une famille de droites décrite avec un nombre. Ici, j'ai fait quelque chose de très simple. Ici, un cercle, je me donne un point, ça c'est un angle, et je me donne un autre angle, et je définis une droite. Et je me suis donné, à partir de n'importe quel point, que je prends au hasard, je donne un autre angle au hasard, et je fabrique ces dessins qui, les artistes, je pense à Morellet par exemple, en dessinaient beaucoup, ils ont joué avec l'aléatoire. Maintenant, si je fais une restriction, si je dis ma famille va dépendre que d'un seul paramètre, le résultat général de maths, c'est que si vous prenez une famille de droites dans le plan, simplement définie par un paramètre et pas de deux, vous allez toujours fabriquer ces choses-là. Vous voyez ici, on a des courbes qui sont tangentes, qui présentent ces pointes-là, qui s'appellent un point de rebroussement. Alors en anglais c'est cusp, en français c'est une fronce. Ça c'est une famille très simple de droites. Quand je fais ça, ces droites vont se croiser. Et elles se croisent à partir d'un point, qui est le fameux cusp ou la fameuse fronce. Et si j'avais beaucoup de droites, ça fabriquerait une courbe comme celle-ci. Ici, j'ai dessiné une courbe comme ça. J'ai fait une courbe qui est concave et convexe. Concave, ça veut dire que la courbure est dans cette direction, convexe, la courbure est dans cette direction. Donc ici, il y a un point où il n'y a plus de courbure, puisque je passe d'une courbure, disons, positive à une courbure négative. Et là, je fabrique une droite. Ça, c'est essentiel, comme on verra dans la salle d'après, et on verra sur les grands miroirs. Ce phénomène, c'est le phénomène qu'on a dans l'arc-en-ciel. Je ne parle pas de la couleur de l'arc-en-ciel, je parle de la concentration de lumière. Donc voilà. Ça, c'est la situation en 2 dimensions. On dit que ces lignes, elles enveloppent une courbe. Et bien maintenant, à 3 dimensions, les lignes vont envelopper des surfaces. Et ces surfaces, quand je les coupe avec un plan, voilà les images que j'observe. Alors comment j'ai fabriqué j'ai engendré ces images? Au lieu de prendre ma plaque à 2 dimensions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, on pourrait dire, une sorte de tapis de fakir avec un nombre infini de tiges. J'en ai fait une torsion assez régulière. Ces lignes vont se croiser. Je coupe avec un plan et chaque point, c'est l'intersection d'une des lignes. Il y en a peut-être 10 millions là, de tiges. J'ai choisi leur position aléatoire de manière à trouver cette espèce de granité. Hein. Je ne vois pas la structure. Voilà. C'est un ensemble de miroirs sur un plan perpendiculaire
et j'ai des sources LED qui vont éclairer. Donc cette fois-ci, évidemment c'est à 3 dimensions, mais il y a une partie des rayons qui vont raser ce qu'on appelle la lumière rasante. Donc j'ai ramené le problème à 2 dimensions. Et alors, ça nous amène à la question suivante, mais c'est quoi les rayons de lumière? Les rayons de lumière n'existent pas. La lumière est un flux continu. Par contre, il y a des rayons d'ombre. Chacun des rayons fait une ombre assez parfaite. Et si vous regardez bien, ce rayon se réfléchit. Là, ça devient plus intéressant. J'ai pris un demi-cercle. Vous voyez, la lumière vient se réfléchir sur le miroir et elle vient envelopper la courbe. C'est exactement ce que je décris là-bas en termes de maths générale. Et puis ici, évidemment, alors j'ai une concentration de lumière parce que tous ces rayons viennent de se concentrer ici. C'est encore plus intense ici, ce qu'on pourrait appeler un foyer. Là, c'est pour dire que si le miroir il est convexe, là c'est un miroir concave. S'il est convexe, ah ben, il se passe rien. Commençons par l'affaire de l'arc-en-ciel. La lumière qui part de la source ponctuelle, quand la lumière rentre dans la sphère, elle va se réfléchir. C'est exactement ce que l'on peut voir quand on va dans une piscine ou à la mer et qu'on nage à 1 mètre sous l'eau. À un moment donné, on voit une réflexion comme si c'était un miroir. Le miroir qui est à l'intérieur renvoie une sphère de rayons. Et on voit ici parfaitement, cette ligne qui vient jusqu'ici. Et donc si je tourne ça, j'ai une surface. À l'extérieur, on est sombre, il n'y a pas de rayons. À l'intérieur, il y a 2 rayons qui arrivent en chaque point. Et on fabrique un cône de lumière. Ça, c'est le mécanisme de base de l'arc-en-ciel. C'est un phénomène météorologique et pour comprendre ça, il faut déjà comprendre chaque goutte d'eau de la pluie est une goutte qui est sphérique. Et chacune des petites sphères, alors il faut essayer de comprendre que le soleil est en bas, puisque j'éclaire par-dessous. Le soleil est en bas, j'ai ma goutte d'eau, elle renvoie vers le soleil un cône de lumière. Ici, c'est ce sable-là, en fait, ce sont des microsphères entre 100 et 200 microns. Donc chacune de ces microsphères renvoie dans la direction de la source, renvoie un cône, et mon œil va attraper tous les rayons qui sont sur les cônes de ces gouttes. Donc ça, c'est l'arc-en-ciel. Et chaque personne verra un arc-en-ciel différent, puisque l'arc-en-ciel est un phénomène de vision. C'est une lentille, hein, c'est une surface déformée, transparente. Si je l'éclaire avec des lumières ambiantes, je ne vois rien. Si je l'éclaire avec une source ponctuelle, voilà ce que je fabrique. Je fabrique des lignes, et ça, ce sont les images du mur en face de la rentrée. Toutes ces images correspondent à des lentilles différentes. Entre la lentille et la projection sur le mur, j'ai une surface de concentration de lumière, une surface caustique. Quand elle rencontre le mur, elle fabrique des lignes caustiques, et ces lignes caustiques, on retrouve encore ces pointes, ces plis et ces fronces. Alors celle-ci est très intéressante parce que, vous voyez ici, là, ce morceau de plexi vient de l'atelier de Vernassa. C'est sa fille Sylviane Vernassa qui me l'a passé. On a mis derrière une source ponctuelle. J'ai dit que ça, c'est l'équivalent de l'arc-en-ciel, sauf que l'arc-en-ciel, la sphère fabrique une caustique circulaire
Alors que la trame de Vernassa fabrique une caustique qui est forme d'ellipse avec à l'intérieur cet objet qui présente 4 queues. Ça, c'est ce qu'on voit ici. J'ai un ensemble de lentilles ici, toutes petites, d'1 millimètre, chacune à cette forme-là. Donc quand j'éclaire une seule, j'obtiens ça. Quand j'éclaire une sphère, j'obtiens ça. Quand je prends une infinité, j'obtiens l'arc-en-ciel. Et donc c'est la relation entre les œuvres de Vernassa et les arcs-en-ciel. On a tiré des fils. Vous voyez, c'est une surface très simple. Hein. Elle a un pli, mais il y en a un autre ici. Donc j'ai 2 plis. En bas, j'ai pas de pli. Et ces plis, quand vous abaissez comme ça, vous voyez qu'ils naissent à partir de France, Dieu de France, qui est le point de naissance. Oui. Donc ça, c'est une illustration toujours de la même idée. Celle-ci, c'est un objet de forme parabolique. Et ici, j'ai tracé des perpendiculaires à la parabole. C'est exactement ce que je fais là quand je l'incline. Non, les perpendiculaires se croisent, etc. Et cet objet, je le pose là, je le fais basculer, il va se mettre à l'horizontale. Celui-ci, il peut être d'un côté ou de l'autre, mais il ne sera jamais à l'horizontale. Pourquoi? Donc l'équilibre, c'est il faut que le centre de gravité soit perpendiculaire. Donc, ça veut dire qu'ici, comme le centre de gravité est par là, j'ai 3 perpendiculaires. Et il y en a une qui est instable, parce que je suis trop haut, et celles-ci sont plus petites, donc le bateau bascule pour minimiser son énergie potentielle. Et ce miroir que j'ai fabriqué avec Jean-Luc Philippi, d'ailleurs tous ces objets sont fabriqués avec Jean-Luc, et c'est lui qui a été l'artisan, le technicien, le créateur de ces objets. Cet objet-là, c'est un miroir ondulé. Je l'éclaire avec une source ponctuelle et j'obtiens une des images de la première salle. Alors, il est sympa parce qu'il est à 1,6 m. Alors que le miroir concave, donc il est très sympa. Et vous voyez que ici, j'ai des lignes radiales, comme ça, et quand je les regarde dans le miroir, elles deviennent parallèles. Ce miroir-là, c'est un miroir parabolique. Quand je suis très près du miroir, ce miroir est comme un miroir plan. Et si je suis à l'intérieur de la caustique, je le vois 3 fois. Si je suis à l'extérieur, je ne le vois qu'1 fois. Et voilà. Et donc, finalement, quand on se voit devant un miroir, on se voit selon la perpendiculaire, puisque le rayon lumineux de l'œil part sur le miroir, revient. S'il part à côté, vous ne voyez plus. Il est concavo-convexe. Donc lui, il a l'avantage que sur le côté, vous êtes aminci, au milieu, bon, je veux dire, il est esthétique. Et il a ces fameuses points d'inflexion, mais lui, on peut vraiment expérimenter. Je suis là. Donc si je mets une grille devant, si maintenant l'œil il est concave comme ça, ce qui est le cas des yeux, alors la déformation sur l'œil va fabriquer ça. On appelle ça la déformation barilée. Et ça, c'est l'autre effet, c'est si la rétine était convexe. Et à ce moment-là, ce que je verrais, si je prends une grille régulière, je verrais ça.